Maintenant que François Bayrou a chuté, la France va devoir se trouver un nouveau Premier ministre. D'ailleurs, le président de la République promet une nomination dans les tout prochains jours. Un compromis avec le Parti socialiste fait toujours partie des hypothèses, des options qui s'offrent au président. Et dans cette configuration, le prochain Premier ministre devra évidemment trouver un compromis, possiblement avec le Parti socialiste, sans s'aliéner évidemment les Républicains, notamment sur la question de la taxation, c'est ça le sujet du jour, la taxation des plus fortunés. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Il y a cette taxe Zuckman qui a été brandie dans ce contre-budget du PS qu'on avait évoqué la semaine dernière, centré sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, taxé à 2%, qui rapporterait 15 milliards selon le Parti socialiste. C'est une solution qui est risquée pour vous, et au-delà de ça, je reviens au point de départ. Il faudra montrer des gages vis-à-vis du PS, notamment sur cette question de la taxation des plus riches, pour espérer faire passer un budget 2026. Bien. La situation politique est extrêmement compliquée et en tout cas, chez les macronistes, on se rend bien compte qu'une position de circuler, il n'y a rien à voir, n'est plus vraiment tenable compte tenu de l'équilibre des forces en présence à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, pour Emmanuel Macron et pour les élus Ensemble pour la République, une taxe Zuckman est beaucoup trop importante et risque beaucoup trop de heurter l'économie française pour qu'elle soit appliquée. Et donc, on peut estimer que une négociation va s'engager avec le Parti socialiste pour arriver à une forme de non-censure, puisque Emmanuel Macron ne semble pas décidé à nommer un Premier ministre socialiste à Matignon. Et donc, cette discussion, on peut espérer qu'elle aboutisse à une non-censure, ou en tout cas un budget pour la France. Et donc, dans ce cadre, effectivement, il va falloir trouver peut-être des solutions intermédiaires. C'est ça dont il est question. Ouais. Alors, on va parler des solutions intermédiaires, mais d'abord, cette taxe Zuckman, en quoi est-ce qu'elle est effrayante et horripilante pour le camp Macron, à juste titre ou pas? Parce que je me rappelle, la semaine dernière aussi, on a commenté ce rapport du Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon, qui montrait qu'en cas de hausse d'impôt sur le patrimoine, l'expatriation des plus fortunés était au final relativement faible. Bon, c'est pas la taxe Zuckman non plus qui a été testée, il faut dire les choses. Oui, oui. Enfin, cette étude qui s'inspirait d'études de pays nordiques n'a pas pu reproduire les résultats de l'étude qui a été faite dans les pays nordiques, mais elle montrait cette étude dans les pays nordiques. On n'avait pas les données en France, mais elle montrait que l'exil fiscal n'était pas très important pour les personnes les plus fortunées, mais que en revanche, ceux-ci s'organisaient en restant dans le pays pour limiter leur imposition et pour optimiser, ils changeaient leur comportement d'épargne, d'investissement, ils utilisaient les possibilités d'optimisation fiscale parce qu'ils sont beaucoup conseillés, voire recouraient à de l'évasion fiscale. Et au final, dans les pays où des réformes similaires à celles de la France ont été appliquées et où l'étude qui a inspiré le Conseil d'analyse économique a été menée, on voit que 1 euro prélevé par le biais d'un ISF très large n'a donné que 25 centimes de recettes fiscales à l'arrivée. Donc, si on extrapole à la taxe Zuckman, ça voudrait dire que la taxe Zuckman, qui au départ devait rapporter 20 milliards d'euros, ne rapporterait que 5 milliards d'euros, ce qui est extrêmement décevant et n'aidera pas beaucoup, ne suffira pas à redresser les comptes publics, même pour la seule année 2026. Alors, il y a des économistes qui se disent, attention, est-ce que ce qui a été observé dans les pays du Nord est reproductible en France? Oui, ben, enfin, on peut aussi dire, et c'est ce que dit le Conseil d'analyse économique, que la taxe Zuckman est 10 fois plus importante que les réformes qui ont été étudiées en France par le Conseil d'analyse économique, hein, le retour de la suppression de l'ISF ou les réformes de François Hollande quelques années auparavant. Et donc, il sera beaucoup plus concentré sur quelques familles. Et donc, il y a peut-être aussi, ça peut être des effets qui sont bien plus forts. Donc, et puis par ailleurs, cette étude ne mesure pas l'effet sur l'innovation en France. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la taxe Zuckman était appliquée et que les fondateurs de Mistral AI, qui viennent de faire des levées de fonds et dont la valeur de l'entreprise est estimée à plusieurs 14 milliards milliards, d'euros. 14 milliards voilà, d'euros. 14 milliards d'euros.
comment ils feront alors que Mistral AI ne verse pas encore de dividendes ou que c'est des parts d'entreprise que les fondateurs n'ont pas forcément envie de revendre, donc ils ne génèrent pas d'argent, beaucoup d'argent en tout cas. Comment ils feront pour payer la taxe? Et donc ça veut dire, et donc peut-être que quelqu'un comme le fondateur de Mistral AI, un des fondateurs, Arthur Mensch, par exemple, la prochaine fois, si une taxe Zuckman est appliquée en France, il hésitera à créer sa start-up en France et il ira peut-être directement la créer aux États-Unis. Et déjà il y a beaucoup d'avantages à commencer aux États-Unis. Et le risque, c'est aussi que le fondateur revende ses parts et qu'elles tombent dans d'autres mains. On voit déjà que c'est compliqué de lever des fonds en France, etc. Enfin, il y a beaucoup de risques qui ne sont pas évalués pour cette taxe Zuxman. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une taxe qui serait quasiment unique au monde. Et donc, ça serait une gigantesque expérimentation, voilà, dont il faut Mm. avoir conscience. Maintenant, s'il faut absolument, Marc, faire contribuer les plus fortunés pour avoir les bonnes grâces, entre guillemets, ou en tout cas éviter une censure du Parti socialiste, il y a des solutions alternatives, encore une fois, pour faire contribuer plus les plus fortunés. Il y a plusieurs experts, effectivement, qui disent on a un constat qui a été dressé par l'Institut des politiques publiques, c'est que les plus grandes fortunes françaises, qui ont des parts importantes dans des très grands groupes, euh, ont créé des holdings personnels et ils utilisent les dividendes versés par leur entreprise non pas pour eux-mêmes, mais pour les placer dans ces holdings. Et ces holdings, tant qu'ils font de l'investissement et que eux-mêmes ne versent pas de dividendes à la personne, au propriétaire, eh bien, ces dividendes ne sont jamais taxés et ces holdings permettent de faire des investissements, d'augmenter la valeur de la fortune personnelle de ces gens sans qu'elle soit vraiment, sans qu'ils soient vraiment taxés sur cette part-là. Et donc, ils ont un taux de taxation global, si on considère ces holdings comme comme les revenus mis dans ces holdings comme une partie de leurs revenus personnels, eh bien, ils ont un taux de taxation global qui est inférieur à la moyenne de la population, aux alentours de 27%, quand le reste de la population a un taux de taxation, toute taxe comprise, y compris la TVA, etc., autour de 50%. Et donc, comment on peut corriger ça? On peut fiscaliser, taxer c'est les Donc plus-values ça, latentes dans les holdings? alors, alors ça, c'est le constat de la taxe Zuckman. Pour mettre fin à ce système-là, il dit, bon, bah, on va prendre 2% de la valeur du patrimoine de ces gens chaque année. Sauf que bon, bah, dans la plupart des pays, c'est un peu comme ça. Il y a des pays qui luttent plus contre l'optimisation dans les holdings. Mais ce qui est spécifique à la France, c'est que au moment de l'héritage, euh, la plus-value réalisée dans ces holdings est effacée pour l'héritier. C'est-à-dire que, par exemple, si la valeur de la holding est de 20 au départ, quand elle est créée par la personne qui la détient, et qu'à l'héritage, elle vaut 100, et que l'héritier un jour la revend à 120, revend ses parts à 120, eh bien, la plus-value qui est considérée pour taxer la plus-value au moment de cette revente à 120, elle est considérée comme de 20, c'est-à-dire la valeur au moment de l'action reçue au moment de l'héritage et non pas au moment de la valeur d'achat de départ de la personne qui détient cette fortune. Et donc, cette plus-value latente, effectivement, est jamais vraiment imposée. Le compteur est remis à zéro à l'héritage. Et donc ça, c'est une règle qui est un peu une exception dans l'OCDE. Même des spécialistes des comptes publics qui ne sont pas très favorables à une augmentation forte de la taxation et qui sont très prudents, enfin des impôts, et qui sont très prudents sur les effets de l'imposition des plus fortunés, disent, bah, ça, c'est une exception. Et cette exception-là, elle pouvait être justifiée parce que en France, on taxait énormément l'héritage. Le taux d'imposition marginal sur l'héritage le plus élevé, c'est 45%. Sauf que on a créé, pour protéger les entreprises françaises et éviter qu'elles soient revendues à l'étranger et que l'imposition soit trop lourde au moment de l'héritage, on a créé ce qu'on appelle les pactes Dutreil. Et ces pactes Dutreil permettent, je fais une généralité, en moyenne, de ramener l'imposition des plus gros héritages extrêmement élevés, en moyenne à 10%. Il y a les pactes du travail, mais il n'y a pas que ça. Et donc, comme cette taxation de l'héritage, au final,
et des très très fortunés n'est plus si importante que les laisserait penser les taux affichés par l'administration fiscale. Vous savez, c'est comme d'habitude en France, on fait des taux énormes et puis après, on crée tout un tas de dispositifs pour les atténuer, plus personne n'y comprend rien et ceux qui ont les moyens se font conseiller pour maximiser les niches et pour payer moins d'impôts. Eh bien, comme il y a ces niches qui permettent de limiter la taxation à l'héritage, eh ben, on peut peut-être supprimer cet effacement de la plus-value latente. Je ne sais pas si vous continuez à me suivre, c'est un peu technique, mais et donc on pourrait augmenter la taxation de l'héritier quand il revend les parts de la société, de la holding qu'il a reçue en héritage. On pourrait là Et ça le rapporterait taxer. combien? J'entends, mais ça rapporterait combien puisque c'est vendable à l'opinion, parce que c'est vrai que c'est technique. Et est-ce que c'est suffisant pour obtenir, encore une fois, avoir un pacte avec le Parti socialiste pour éviter une censure? Alors, ça peut rapporter, selon par exemple François Ekal, qui édite le site FIPECO sur les finances publiques, de 2 à 4 milliards d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Si vous rajoutez à ça la taxe différentielle sur les plus hauts revenus créée par Michel Barnier, vous pouvez rajouter 1,5 milliard. Si vous rajoutez à ça peut-être la taxe sur le patrimoine de 0,5%, mais qui exclurait le patrimoine professionnel, donc toutes les valeurs d'entreprise détenues par les gens visés d'Amélie de Montchalin qui était dans les tuyaux, dans le budget, qui pourrait rapporter aussi de l'ordre de 1,5 milliard. Vous pouvez à la fin, je ne sais pas si tous ces dispositifs sont cumulables, mais vous pouvez à la fin, en 2 ans, avoir fait un prélèvement sur les plus gros patrimoines et les plus hauts revenus de l'ordre de 5, 6 milliards. Et donc ça commence à ne plus être anecdotique. Évidemment, la discussion politique va s'engager, mais en tout cas, euh, d'un point de vue théorique et intellectuel, c'est une solution qui paraît la plus raisonnable, qui mettrait fin à une exception française et qui ne permettrait pas de singulariser la France et de risquer une optimisation des comportements massive qui ferait d'ailleurs chuter les recettes, hein. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que dans la taxe Zuckman, le principal problème, c'est que la valeur, enfin les recettes fiscales qui sont attendues de cette taxe sont probablement largement surestimées. Pour les raisons que je vous ai indiquées au début, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une forte optimisation, même si on peut mettre des moyens de contrôle, même sans que les gens partent à l'étranger. Et en plus, parce que dans cette taxe, il y a des entreprises, des particuliers qui détiennent des parts d'entreprises non cotées, et ces parts d'entreprises non cotées sont très difficiles à évaluer. Et quand on dit ça va rapporter 15 à 20 milliards d'euros, bah, on fait l'hypothèse que ces entreprises non cotées valent à peu près la même chose que le concurrent coté en face, sauf que en cas de contestation du propriétaire, Hmm. dans un conflit entre le fisc et le propriétaire, il y a plusieurs spécialistes qui m'ont confirmé que jamais un tribunal ne retiendrait la valeur de marché pour estimer la valeur de l'entreprise. Hmm. Et donc, vous avez des très grosses entreprises qui sont concernées, comme CMA, CGM, la famille Saadé, par exemple. Eh bien, je n'aurai jamais le rendement attendu sur cette entreprise. Et donc, si vous considérez qu'il y a plusieurs entreprises comme ça qui ne sont pas des entreprises cotées, bah, vous risquez d'avoir un rendement fiscal Hmm. qui est bien inférieur à celui attendu, sans compter tous les comportements d'optimisation, sans compter que l'exit fiscal, cette fois-ci, sera peut-être beaucoup plus élevé parce que ça touchera que 1 800 familles à un niveau inconnu jusqu'alors, que ça sera le seul pays du monde où on le fera. Et donc, il faut faire Hmm. extrêmement attention. Et puis, par ailleurs, il y a un risque constitutionnel qui est reconnu par les membres du Parti socialiste qui disent oui, il y a un risque constitutionnel sur la taxe Zuckman. On n'est pas sûr que le Conseil Hmm. constitutionnel valide cette taxe qui pourrait être considérée comme confiscatoire, puisque normalement le Conseil constitutionnel dit on ne peut pas prélever plus qu'un certain pourcentage d'un revenu dont dispose la personne. Or, le revenu qui est dans les holdings, qui est mis dans les holdings et considéré par Zuckman, n'est pas à disposition de la personne. Elle est bloquée dans la holding et tant que la holding ne reverse pas ses dividendes à la personne, ce n'est pas à Hmm. proprement parler du revenu au sens de l'administration fiscale. Juste Marc, avant qu'on se quitte, est-ce qu'Emmanuel Macron et même la majorité et les Républicains sont prêts à bouger sur cette question de la taxation des plus hauts revenus, ou en tout cas des plus fortunés? Alors en tout cas, les macronistes se rendent bien compte, comme on disait au début, que vu la situation politique, il va peut-être falloir faire un compromis. Évidemment, toute la question, elle est celle du curseur.
Et c'est pour ça que dans les discussions, évidemment, les politiques vont commencer à regarder qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut être acceptable, quels sont les scénarios sur la table de la direction de la législation fiscale à Bercy, hein, parce qu'ils vont pas sortir des choses de leur chapeau, etc. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, cette piste dont je vous ai parlé, un peu poussée par les experts qui constatent une anomalie française qui est un peu une exception, bah, pourrait être une façon de contourner la chose. Après, reste évidemment à la vendre politiquement, à parler de l'augmentation de la taxe sur les héritages, sur le fait que c'est des fortunes qui sont transmises à des héritiers dans lesquels les héritiers n'ont pas vraiment forcément de mérite. On peut trouver des arguments politiques pour convaincre. C'est sûr que le gros inconvénient, c'est que c'est moins fort que la taxe Zuckman et puis c'est plus compliqué à expliquer. Donc bien sûr, ça c'est un gros inconvénient dans le cadre d'un compromis politique. Mais en tout cas, il est probable que les macronistes n'acceptent pas d'aller jusqu'à la taxe Zuckman, qui est un peu le repouvoir. Rappelons que Emmanuel Macron a fondé sa présidence sur l'idée qu'il fallait supprimer l'ISF, imposer les revenus du capital à 30% et non plus au barème de l'impôt sur le revenu. Et donc, ça serait quand même un gros changement de pied, voire un reniement, que d'accepter une taxe Zuckman, qui est un peu une expérimentation, qui ferait de la France une vaste expérimentation sur l'imposition des riches par rapport au reste du monde, au moment où Donald Trump fait précisément l'inverse. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc. Bonne journée. Merci David, bonne journée.